Je voudrais maintenant vous parler de l'encodage du management et de la hiérarchie. C'est un sujet qui est souvent pas vu, extrêmement important. Il y a encore hier, une cliente que je rencontrais et qu'on n'avait pas accompagné, qui pratique holacratie, discute et je leur explique mais comment vous avez encodé la hiérarchie? Ils n'avaient pas encodé la hiérarchie, ils s'étonnaient que les gens ne se responsabilisaient pas, ce qui est normal puisqu'il y avait encore un mélange entre manager, leader de cercle et hiérarque. Et donc ils savent très bien que la personne qui est leur leader de cercle, c'est aussi leur hiérarque, leur responsable hiérarchique. Et ils savent très bien qu'ils ont un contrat de travail, ils savent très bien depuis longtemps. Même si c'est pas écrit dans le contrat de travail, mais c'est gravé dans le marbre dans le droit du travail depuis 1911, donc c'est pas rien. Ils savent très bien qu'ils ont un lien de subordination, donc comment voulez-vous, sérieusement, responsabiliser les gens quand les mêmes gens ont compris contractuellement qu'ils avaient un responsable hiérarchique qui n'était pas eux-mêmes. Ça marche pas. Donc il y a la notion de la hiérarchie, et puis il y a la notion du management. Sachant que dans le modèle conventionnel, ce dont je m'aperçois, et c'est pas une critique, ce dont je m'aperçois, c'est que le mot manager a un champ sémantique extrêmement large. Il y a des gens qui vont mettre derrière le mot manager. Un manager, c'est quelqu'un qui manage les hommes. Bon, moi j'ai toujours été sceptique par rapport à ça parce que je me dis, si tous les managers managent les hommes, qu'est-ce qui manage le business? Parce qu'une entreprise, son but c'est pas de manager les hommes, son but c'est de manager du business et de créer de la valeur à l'extérieur. À moins que j'ai pas tout compris, mais bon, je suis un peu crédible sur le sujet parce que j'en ai créé 5 entreprises. Et du coup, il y en a d'autres managers qui vont dire, oui non, c'est celui qui fait la stratégie commerciale. Ah bon, d'accord. Et puis très peu en fait, c'est hallucinant. Il y a pas très longtemps, j'étais sur une émission de télé et très peu de managers parle de manager le business. Donc en fait, tout ça pour dire que le mot manager, il n'est pas défini. Même au sein d'une entreprise, il n'est pas vraiment défini. C'est une boîte noire. J'ai été manager dans le modèle conventionnel. Franchement, ce qu'on attendait de moi n'était pas défini. À part me dire qu'il fallait que je tienne le budget, bon, ça me paraissait simple et de bon sens. J'ai pas trop besoin qu'on parle beaucoup de temps là-dessus. Et puis qu'il fallait que j'avais une équipe soudée. Mais à part ça, j'avais pas d'outils, j'avais pas d'attendu, j'avais pas de contrat très précis qui m'aide à faire mon boulot de manager et du coup, comme je savais jamais si je faisais vraiment bien mon boulot, je m'inventais des tâches pour faire encore mieux et souvent avec le recul, je me rends compte que toutes les tâches que j'ai pu inventer pour être un meilleur manager, pour mieux faire le boulot, en fait, c'est des tâches qui étaient contre-productives, qui embêtaient tout le monde, moi le premier. En fait, on a un enjeu énorme qui dépasse de loin l'holacratie, tout ça, un enjeu énorme à mon avis, qui est la question du management. Qu'est-ce que c'est que le manager? Comment est-ce qu'on définit un manager? Comment est-ce qu'on définit les attendus? C'est important de définir le manager car on l'a déjà vu dans plein de vidéos. La principale source de souffrance dans les entreprises, ce sont les attendus implicites. Pas étonnant qu'il y ait une crise du management, parce qu'il n'y a pas d'attendus explicites. Se pose la question de définir le management. Et holacratie est un outil, qu'on prenne holacratie ou pas, holacratie est un outil qui a permis et qui permet de commencer sérieusement à définir ce que c'est que le management, ce que sont les fonctions managériales. Et du coup, autoriser la possibilité de passer au self-management. Car comment passer au self-management si on n'a pas défini, qui était une distribution du management, si on n'a pas défini en premier lieu le management? C'est une évidence. Donc commençons par définir le management. Il faut reconnaître qu'holacratie nous donne beaucoup de pistes pour ça. Que vous preniez holacratie ou pas, vous avez un référentiel qui vous permet de définir le management et qui ensuite permet de définir le self-management. La constitution holacratie, on pourrait le voir comme ça, définit le management dès l'article 1 et le self-management, toujours à l'article 1 et à l'article 4, plus des règles de coopération à l'article 2. Qu'est-ce qu'un manager? Pour moi, un manager, c'est un entrepreneur, d'abord et avant tout, un entrepreneur créateur de valeur. Remettre l'église au milieu du village, c'est un créateur de business, c'est un patron d'entreprise. Dans l'entreprise RH, dans la vidéo précédente, on parlait de chaque entreprise RH, finance, production, commercial, marketing. Le patron de cette mini-entreprise, il est là pour créer du business. Bien sûr, comme il y a des hommes, il est aussi là pour s'occuper des hommes. Alors, il faut qu'on définisse s'occuper des hommes. S'occuper des hommes, ça ne peut plus être de les materner. Ça peut plus être de deviner leurs besoins avant même qu'ils l'expriment. Donc il faut mettre des mots. Et les mots, nous, qu'on met, c'est créateur de leader. Créateur de leader. On ne veut plus de managers qui lead des suiveurs. Ça part de bonnes intentions, mais dans les sauvetages, donc on ne pourra pas responsabiliser des gens qui se sont habitués à être sauvés quoi qu'ils fassent. Non, on veut finalement des managers, des leaders de cercle, qui soient à la fois des entrepreneurs créateurs de valeurs plurielles, et des créateurs de leaders. On veut plus que les managers donnent du poisson, on veut qu'ils apprennent à pêcher. On se le raconte depuis des années ce truc-là, c'est rien de nouveau. Et en même temps, maintenant, on a enfin des outils sérieux et des nudges qui vont permettre aux managers d'évoluer vers ces comportements inévitables. Et quand je dis les managers et collaborateurs, parce que c'est toujours une danse à deux. Le manager est comme il est parce que le manager accepte qu'il soit comme il est et réciproquement. C'est toujours une danse à deux. Se pose la question de la définition du manager, la définition du leader de cercle. Et j'oublie pas mon sujet qui est la hiérarchie. Je vais venir après. Ce qu'on a appris par expérience des dernières années, c'est que la définition standard et réduite
du leader de cercle, qu'on appelait premier lien, mais c'est pas grave, du leader de cercle en holacratie ne fonctionnait pas et depuis des années, quand on accompagnait des entreprises, on a été amené à modifier la Constitution en créant des amendements constitutionnels pour tenir compte de la réalité. Une modification qu'on a faite avec la version 5.0, c'est de rendre le rôle de leader de cercle complètement paramétrable. En d'autres termes, la posture ou les attendus d'un manager est singulier par rapport à une entreprise. Chaque entreprise, c'est la réalité des dizaines d'organisations qu'on a pu accompagner ces dernières années. La posture de manager attendu, ce corpus managérial est singulier d'une entreprise à une autre. Le rôle de leader de cercle, le rôle de manager mérite une définition claire et précise au niveau de l'entreprise. En fait, au niveau même du cercle d'ancrage. On en a parlé précédemment. Donc ça, c'est la première chose. Un exemple de rôle de leader de cercle qu'on a défini avec un client il n'y a pas très longtemps, avec une entreprise avec qui il n'y a pas très longtemps, commence par quels sont les attendus, donc quelles sont les propositions, et on utilise aussi le business model Canva. Quelles sont les propositions de valeur pour ce rôle de leader de cercle? La première, et je fais la transition avec la dernière vidéo, ça va être de gérer et publier le business model Canva du cercle dans la durée, le mettre à jour régulièrement. Ça va être aussi de négocier des accords mutuels et de mettre en place un suivi régulier avec ses clients et avec ses fournisseurs. Quand je dis clients et fournisseurs, clients internes ou externes. Et actualiser la gouvernance en conséquence. Donc avant de modifier la gouvernance, si je suis commerce du cercle marketing, je vais discuter avec mon fournisseur, on va évoluer l'offre de services ensemble. On va avoir nos suivis réguliers, toujours ce phénomène de latéralisation. Bien sûr, comme attendu d'un leader de cercle, la définition du travail, c'est-à-dire le structurer le cercle en rôle et en politique, de sorte que l'ensemble des rôles et l'organisation ainsi designée par des rôles et par des politiques permettent à l'ensemble de l'entreprise, cercle, sous-cercle, de faire le job, d'être à la hauteur de toutes les promesses, d'être à la hauteur de toutes les propositions de valeur pour tous les segments de clients identifiés. Un autre attendu, c'est comme proposition de valeur, c'est de piloter le cercle par la création de valeur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et chercher augmenter la valeur délivrée aux clients, interne et externe. L'autre attendu, ça va être d'affecter les bonnes personnes au bon rôle, mais de définir en amont qu'est-ce qui est attendu des rôles en termes de compétences. Ça va être aussi de gérer et suivre les compétences des collaborateurs et de façon de faire en sorte que ça c'est souvent un angle mort dans les entreprises que je rencontre qui veulent faire du self-management, il n'y a pas de suivi des gestions de compétences des rôles et puis il n'y a pas non plus vraiment un suivi des compétences des gens. Donc comment voulez-vous faire du self-management? Le self-management passe par la responsabilisation, c'est-à-dire l'affectation d'un rôle, d'une mini-entreprise à quelqu'un. Encore faut-il faire un état des lieux au départ, c'est-à-dire de comparer les compétences qui sont attendues pour bien faire le job, bien faire le rôle, bien énergiser le rôle, et les compétences de la personne, et de faire un état des lieux comme on fait un état des lieux quand on va louer un appartement. Et du coup, de regarder la réalité en face, de pair à pair, et de voir s'il y a fit possible ou pas. Et s'il y a fit possible, il y a toujours un écart, et comment on comble l'écart. C'est ça l'affectation, c'est pas un truc sur un coin de table. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres attendus, propositions de valeur pour le rôle de leader de cercle, notamment celui de prioriser. Ça, c'est un art managérial, une fonction managériale qui existera toujours et qui justifie le management par elle seule, s'il y avait besoin de justifier. La capacité de prioriser, d'établir des priorités, de me poser des stratégies, de poser des heuristiques. Dans une entreprise, même si c'est une mini-entreprise, un cercle, il y a toujours trop de travail à faire. Toujours. Et donc la question fondamentale, c'est quelles sont les priorités? Et force est de constater qu'il y a très peu de gens sur la planète Terre qui sont en capacité de savoir dire non pour poser des priorités. Ces gens-là, qui sont rares, c'est probablement un de leurs talents qui leur a permis de devenir manager. On a absolument besoin de cette fonction managériale. Et d'autres choses. Donc du coup, là, la première étape, ça va être avec le cercle d'ancrage, avec les mandataires sociaux, avec les directions générales, peu importe les noms, de définir la première version explicite du rôle de leader de cercle, de définir la première version des propositions de valeur explicites et attendues d'un manager de l'entreprise. Ça, c'est le premier MVP et bien sûr, ça pourra évoluer au fil du temps en fonction de ce qui est requis. Reste à définir la hiérarchie, qui n'a rien à voir avec le management, parce que si on mélange tout, on ne va pas s'en sortir. La hiérarchie, il faut comprendre d'où vient le mot hiérarchie. La hiérarchie, elle a été créée par le contrat de travail. Elle a été induite, elle a été manifestée, incarné par le contrat de travail qui a été posé par Fayol Taylor et Ford. Ils ont créé le contrat de travail pour permettre au modèle conventionnel de fonctionner. Et dans ce contrat de travail, il y a évidemment boulot à faire, il y a évidemment une rémunération et il y a surtout un lien de subordination. C'est un triptyque. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Je constate que beaucoup d'entreprises font comme s'il n'y avait pas de hiérarchie. Elles adoptent l'holacratie, elles oublient une réalité légale qui va leur retomber sur le coin du museau, qu'il y a une hiérarchie. Et encore une fois, cette même entreprise que je citais tout à l'heure, non, on n'a pas de hiérarchie. Ah bon? Donc vous n'avez pas de contrat de travail? Si, on a des contrats de travail. Bon. Là, on parle avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas grave, mais il faut leur expliquer. En fait, je me rends compte que souvent, j'explique ce que c'est qu'une hiérarchie. La hiérarchie, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. C'est légal, tu ne peux rien faire. La réalité, c'est la hiérarchie.
Rien ne peut évoluer autrement qu'à partir de la réalité. On est dans le hors-sol et le hors-sol, ça n'accroche pas l'évolution, ça n'accroche pas la réalité. Donc il faut impérativement rendre compte de cette hiérarchie. Évidemment, cette hiérarchie, elle nous gêne parce que même si elle a des bons côtés, sinon on l'aurait pu, on n'est pas idiot. En même temps, elle a de mauvais côtés parce que tant qu'il y a hiérarchie, qu'il y a un lien de subordination et que moi, qui ai signé un contrat de travail, je crois, et j'ai raison de le croire, que j'ai un responsable hiérarchique, puisque c'est une réalité légale, la réalité c'est ça. Et on peut la masquer, on peut la dénier, mais là, c'est sûr que ça va être difficile de m'expliquer que je suis responsable. Je ne suis pas responsable, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de moi par contrat. En plus, c'est du solide, c'est du contrat de travail. Donc c'est un vrai sujet qui est gênant. Comme d'habitude, je provoque la discussion avec le dirigeant que j'accompagne et je lui demande si vraiment il veut continuer avec les contrats de travail, parce qu'il y a beaucoup d'effets pervers. En général, ils me disent s'ils sont polis, ils vont me dire qu'ils vont y réfléchir, mais ils continuent avec, évidemment. Et la vraie solution, c'est de passer à autre chose, c'est clair. La vraie solution, c'est de passer à autre chose. Probablement que nous n'avons pas encore la maturité pour le faire, il y a une bonne raison pour le faire, mais la vraie solution, c'est de se débarrasser de ce contrat de travail qui date de Fayol-Taylor pour le modèle conventionnel. Donc c'est pas idiot d'y penser. Si on change, on fait une rupture avec le modèle conventionnel, c'est normal qu'on fasse aussi une rupture avec le contrat de travail. J'en parle plus parce que c'est pas encore d'actualité. Et puis, du coup, la question c'est comment je peux rendre explicite cette réalité pour la circonscrire. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des gens pensent que la hiérarchie, c'est confus, c'est tout, c'est la pyramide, c'est machin. Non, non, la hiérarchie, elle n'existe factuellement que dans le contrat de travail. La solution qu'on a trouvée depuis longtemps, c'est de dire on va embrasser la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une hiérarchie et on va l'encoder, on va la rendre explicite. Et comme on va la rendre explicite, on va éviter tous ces effets de halo et de confusion qui fait qu'on parle de hiérarchie à tout va. Au moins, on va savoir de quoi on parle. Et donc vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, j'ai dit finalement dans une entreprise qui est un écosystème, il y a toute la partie business qu'on voudrait pouvoir faire fonctionner sans hiérarchie pour pouvoir responsabiliser les gens. Et puis il y a une autre entreprise qui est l'entreprise RH, dans laquelle qui est centrée autour, s'il y a des contrats de travail, autour de justement ce rôle de gestion de contrat, de ce rôle de hiérarque, de ce rôle de responsable hiérarchique. Et donc on va proposer à nos clients, dans les entreprises qu'on accompagne, pour circonscrire tout en gardant la réalité, tout en brassant la réalité, pas faire de déni de réalité, ça m'a jamais marché, de créer le rôle de hiérarque ou de responsable hiérarchique en plein centre du cercle RH. Parce que c'est parce qu'il y a un contrat de travail qu'il y a un lien hiérarchique, et c'est parce qu'il y a un contrat de travail qu'il y a toutes les fonctions RH. Commencer par le recrutement, les notes de frais, les congés, les machins, tout ça est inhérent au contrat de travail. Donc finalement, de voir le rôle de hiérarque central dans ce cercle RH, et puis toutes les fonctions RH à travers des rôles dans le cercle RH qui sont définis. Du coup, quand on fait ça, on commence, et ça va prendre du temps, on commence à avoir une structure qui rendra explicite le fait qu'on fonctionne sans hiérarchie dans tout le business opérationnel, parce que le leader de cercle n'est absolument pas un rôle de hiérarque, on l'a défini juste précédemment. Le leader de rôle, leader de cercle vont travailler ensemble sans utiliser, en se défaisant petit à petit, ça va prendre du temps parce que c'est vachement grammé ce truc-là, la notion de hiérarque. Et puis, dans un temps plus long, avec des processus différents et dans un espace différent qu'est le cercle RH, effectivement, chaque collaborateur, chaque employé aura son entretien annuel, ou je ne sais pas comment ça marche dans votre entreprise, avec son responsable hiérarchique. On distingue bien les deux, on commence à ouvrir l'espace. On nomme les choses et on les sépare, ce qui permet à la plupart des personnes, et je suis bien conscient que ça prend du temps. Une autre solution serait été de supprimer le contrat, mais ça prend du temps, mais au moins on engage un truc qui est sérieux et qui peut soutenir ce processus de responsabilisation. Sinon, honnêtement, j'y crois pas. Bien sûr, la personne qui est responsable hiérarchique ou les personnes qui sont des responsables hiérarchiques, dès que l'entreprise est un peu grande, peuvent être aussi les mêmes personnes qui peuvent être aussi leaders de cercle ou leaders de rôle d'ailleurs. Donc effectivement, il faut qu'on fasse avec. Mais c'est parce qu'on a une structure de rôle différenciée des personnes, parce qu'on a des processus différents, cette mise en mouvement du processus de responsabilisation devient possible, en tout cas soutenue structurellement. Donc si je fais un focus là-dessus sur la question de l'évaluation par exemple, le leader de cercle, on ne lui demande pas l'évaluation de performance de la personne. Ça c'est le rôle du hiérarque. Le rôle du hiérarque, son job, ça va être de gérer le contrat, comme avec un client, comme avec un fournisseur, dans la durée. Là-dedans, dans cette gestion de contrat dans la durée, s'inscrit le point annuel ou pas annuel, etc., etc. Je gère une relation avec quelqu'un, avec un employé, certes, comme je gère une relation avec un client et un fournisseur, dans le cadre du droit du travail, tout ça ne nous a pas échappé. Et c'est centré sur la personne. Alors qu'un leader de cercle va effectivement établir des relations avec l'ensemble des leaders de rôle de son cercle, mais à chaque fois, il va avoir une discussion avec un leader de rôle autour du rôle. Donc il n'est pas centré immédiatement sur la personne, il est centré sur le couple personne-rôle, avec ce qu'on a dit dans une vidéo précédente, avec l'état des lieux. À la limite, une personne pourrait être sous-performante dans un rôle, mais c'est OK. Dans l'état des lieux, les deux parties ont accepté, ils le savaient d'entrée de jeu, parce qu'il y avait un écart de compétences entre ce qui est attendu dans le rôle et la réalité des compétences de la personne.
Donc on ne va pas juger la personne, il y a une prise de recul qui est nécessaire. Et donc du coup, l'ensemble des collaborateurs qui sont leaders de rôle, si par exemple je suis collaborateur, une pratique qu'on installe souvent avec les entreprises qu'on accompagne, si je suis un collaborateur, imaginons que j'ai 3 rôles, 2 dans un cercle A et 1 dans le cercle B, je peux m'attendre à avoir des revues régulières de rôles à fréquence par exemple trimestrielle, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus long, sur le rendu, comment ça se passe dans mon rôle, ma performance, l'évaluation de la performance dans mon rôle, avec mon leader de cercle. Donc je vais avoir tous les 3 mois 3 évaluations de performance, une par rôle et avec 2 leaders de cercle différents. Et en même temps, chaque année, par exemple, je vais avoir mon entretien annuel avec celui qui gère mon contrat, puisqu'on est les 2 bouts du contrat, je suis l'employé et l'employeur. Et bien sûr que l'employeur et l'employé d'ailleurs, on va, pour nourrir la discussion, il y aura plein d'éléments pour nourrir le bilan de l'année, des choses comme ça, dont alors j'ai dit 3 fiche d'évaluation de performance pour mes 3 rôles chaque trimestre, ça nous en fait à la fin de l'année 12. Donc il y a les 12 éléments qui vont venir instruire, informer, avec d'autres éléments bien sûr, cet entretien annuel. Le point ici, c'est qu'on ne peut pas nier la réalité. De la même manière que dans l'ancrage, on a vu que l'encodage du cercle d'ancrage, il fallait faire avec les statuts juridiques parce qu'il y a une réalité légale. De la même manière, avec la RH, il faut faire avec la réalité. Il y a des contrats de travail, donc il y a un lien de subordination, donc il y a une hiérarchie. Donc il y a un responsable hiérarchique. Le nier, c'est planter d'avance tout processus sérieux de responsabilisation. Et donc on ne va pas le nier, on va le rendre explicite, mais on va éviter de le mélanger parce qu'il était affreusement mélangé avec des dégâts collatéraux et des effets pervers dans le modèle conventionnel. Voilà comment encoder la hiérarchie, voilà comment encoder le rôle, le management. Il me reste un point parce que certaines entreprises qu'on a accompagnées le nécessitaient. C'est plus rare, mais je pense à une entreprise qui est une entreprise de conseil dans le développement durable avec des managers vraiment importants. Ils appellent ça des chefs de projet, mais en fait c'est vraiment des managers. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on rentre dans leur culture, waouh, c'est le rôle le plus valorisé. C'est les personnes qui sont les plus valorisées. Bien plus qu'un leader de cercle, bien plus qu'un hiérarque en fait, dans cette entreprise-là. Force est de constater que dans cette entreprise-là, et c'est pas vrai pour toutes les entreprises, il y a un 3e avatar. Et d'ailleurs, quand on a travaillé avec eux sur le management, qu'est-ce que c'est que le management? On a dit, il y a 3 avatars, il y a 3 rôles à définir. Le rôle de leader de cercle, on vient d'en parler, le rôle de hiérarque, on vient d'en parler, et le rôle de manager de projet. Et donc, on a défini ce qui était attendu d'un rôle de manager de projet. En tout cas, lorsque vous faites l'encodage d'une entreprise, il y a au moins 2 avatars. Retenez qu'il y a au moins 2 avatars à définir, le rôle de leader de cercle et le rôle de hiérarque. Et pour certaines entreprises, il peut y en avoir un 3e. J'espère que ça a été clair sur la façon d'encoder le management.